Selon plusieurs sources locales, le corps du gendarme a été retrouvé dans des circonstances qui demeurent floues. Le commandant de la brigade de gendarmerie d'Achong dans l'arrondissement rural de Batibo a été tué samedi par des personnes non identifiées. Il s'agit du seul corps que l'on a retrouvé, bien que certains parlent de plusieurs soldats disparus. Toujours selon plusieurs sources locales, un soldat avait déjà été tué et 3 élèves blessés mercredi dernier à Batibo dans une attaque de milices terroristes anglophones. 2 responsables administratifs avaient également été enlevés en février dernier dans cette même région par des séparatistes anglophones. Selon des sources sécuritaires et administratives, Batibo est l'une des régions les plus tendues du Cameroun anglophone. La situation sécuritaire des régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes ont été extradés fin janvier dernier du Nigeria vers le Cameroun. Selon une source proche de l'armée dans la région, un renfort sécuritaire a été envoyé sur place au cours du week-end dernier pour traquer les séparatistes anglophones. Pendant ce temps, ces derniers font état d'actions de représailles de l'armée dans la zone depuis plusieurs jours. L'accès à l'éducation reste assez faible en République centrafricaine. Dans la recherche de solutions aux problèmes du secteur éducatif, conscient du rôle de l'école dans la reconstruction et le relèvement du pays, le groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida s'est pleinement investi dans des actions visant à améliorer la scolarisation des enfants. 2 à 3 fois par mois, l'équipe de coordination de cette organisation se rend dans les localités de la Centrafrique pour remettre des kits scolaires aux écoles publiques. C'est notre grand problème ici, problème de documents, problème de matériel pédagogique. Et si nous avons reçu ces kits-là, on ne peut que remercier Dieu d'abord. Et grand merci à la première dame, notre maman. Grand merci et grand merci. C'est un ouf pour nous. Les problèmes du secteur éducatif national sont nombreux et le gouvernement ne saurait seul relever tous les défis. Il y a la question d'infrastructure et d'équipement, la problématique du profil de scolarisation des filles, la réforme de l'enseignement technique ainsi que la recherche de financement. L'objectif visé par GROFEPA, c'est d'avoir des tables bancs en nombre suffisant afin que 3 élèves seulement s'asseyent sur un même table-banc au lieu de 6 à 8 comme c'est le cas à l'heure actuelle. Nous avons lancé cette campagne en nous disant nous allons mobiliser, nous allons sensibiliser les Centrafricains dans leur grande majorité pour que chacun apporte le minimum qu'il peut afin de rassembler les 20 000 tables bancs. La recherche de solutions aux problèmes du secteur éducatif national est une œuvre de longue haleine. Dans cette voie difficile, il faut des ressources financières, de la logistique et du capital humain. Les populations de l'Ituri, à travers la communauté iturienne de Kinshasa, CIK, lancent un appel pressant pour une assistance urgente en faveur des déplacés de l'Ituri, écrit la CIK dans un communiqué remis à la presse à Kinshasa. La CIK lance un appel aux ONG et aux confessions religieuses à agir d'urgence, à manifester leur solidarité aux déplacés de l'Ituri. Les chiffres disponibles font état de plus de 350 000 déplacés internes, dont près de 50 000 sont installés dans la ville de Bunia et ses environs. À ce chiffre s'ajoutent près de 65 000 personnes réfugiées en Ouganda, selon un décompte provisoire, selon le communiqué. Plusieurs centaines de personnes ont été massacrées depuis la reprise des violences en Ituri en décembre, selon cette même source. Un conflit entre les communautés Lendu, agriculteurs, et Emma, éleveurs, a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes entre 1999 et 2003 jusqu'à l'intervention de la force européenne Artemis.
Les dernières violences sont assez différentes de celles du conflit qui oppose les ethnies Emma et Lendu depuis plusieurs décennies. Les causes peuvent être multiples et sont encore à élucider car non clairement exprimées, prévient la communauté itourienne de Kinshasa. La CIK demande d'ailleurs au gouvernement congolais et provincial une enquête pour étudier la nature, les manifestations, les racines, les conséquences ainsi que les auteurs et les manipulateurs de cette violence. La CIK demande aussi aux autorités de relever de leurs fonctions les autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières qui ont failli dans leur mission de sécurisation de la population et de ses biens. Cette demande vise particulièrement le gouverneur de la province, Abdallah Pene Mbaka, dont la malgouvernance politique, économique et de développement contribue à la résurgence du conflit armé. Ces grossistes répartiteurs qui contrôlent à eux 7 la distribution des médicaments au Bénin ont été condamnés pour vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées. Ils devront également payer 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État béninois, soit 150 000 €, a confirmé un avocat de la partie civile au terme de l'audience. Une somme selon lui symbolique. D'autres prévenus, dont 2 collaborateurs du député de l'opposition Atao Renouho, qui est en fuite et chez qui la police a saisi plusieurs centaines de cartons de médicaments début décembre, ont écopé de peine de 6 mois de prison ferme. Le directeur du service des pharmacies, des médicaments et des explorations diagnostiques, sous tutelle du ministère de la Santé, qui était poursuivi pour ne pas avoir empêché la commission de ces infractions, a été remis en liberté. La dernière audience de ce procès, sans précédent par son ampleur, n'a duré qu'1 heure. Après une enquête préliminaire, les prévenus n'ont été présentés à la barre qu'à 3 reprises en moins d'1 mois et ont été incarcérés pendant la tenue de leur procès. Nous n'allons pas en rester là, a assuré un des avocats des grossistes. Tout a commencé par une rencontre vendredi et samedi entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD, à l'issue de laquelle ces derniers avaient décidé de donner au président burundais le titre de Mboneza Yamao. Aucune traduction officielle en français n'ayant été fournie, la presse a traduit ce titre par guide suprême éternel. Certains responsables burundais parlant, eux, de guide permanent. Mardi, le CNDD-FDD a convoqué une conférence de presse lors de laquelle son secrétaire général a précisé le titre officiel en français, qui veut dire visionnaire. Pour s'expliquer, les militants du parti, après avoir passé en revue les immenses réalisations à l'actif du président de la République, la valeur de ses idées entre autres, disent avoir trouvé en lui un excellent leader charismatique et sont convenus de le hisser au titre de visionnaire du CNDD-FDD. Il apparaît désormais comme le chef incontesté d'un système dominé par un groupe de quelques généraux issus de cette rébellion. En effet, un culte de la personnalité s'est développé autour du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005. Un référendum constitutionnel controversé qui permettrait à Nkurunziza de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans est prévu en mai. Le climat qui règne en ce moment dans les 2 partis frères et majoritaires du pays, le RDR et le PDCI, est délétère. L'un des épisodes de cette saga fut la réunion du PDCI le 10 mars à Yamoussoukro. Une réunion entièrement dévolue à la gloire du sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, dont les militants, en son absence, n'ont eu de cesse de louer son action passée. Une fois les hommages rendus, ce fut un tir de barrage de ses partisans contre le parti unifié du RHDP avant la présidentielle de 2020. Le rassemblement des oufouettistes, oui, mais après que l'alternance ait lieu à la présidentielle avec un chef d'État PDCI dans 2 ans. La réponse du RDR n'a pas tardé. La récréation est terminée,
affirme la garde rapprochée d'Alassane Ouattara, et ceux qui propagent ces discours anti-RHDP ne sont que des politiciens de salon ou des hommes du passé, assurent les pro-Ouattara. À la veille d'élections sénatoriales où des listes communes ont été élaborées au forceps, on pouvait espérer un climat plus serein dans la majorité. Mais il reste encore 2 ans à Ouattara et Bédié pour apaiser les esprits ou pas. Pour un politologue, les 2 partis sont allés si loin dans la violence verbale que d'un côté, le RDR tentera d'imposer le parti unifié, projet politique majeur de Ouattara, et devrait avoir avec lui une frange des cadres du PDCI, et de l'autre, le PDCI perdra des cadres, mais sans imploser. En attendant, les 2 principaux partis du RHDP se sont entendus pour présenter des listes communes avec l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, de l'ancien ministre Albert Mabry-Touaqueuse, au futur sénatorial pour le compte de la mouvance présidentielle. Les violences se multiplient depuis 2 années dans le centre du Mali, entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Au cours des 8 derniers jours, 25 Peuls ont été tués par des chasseurs Dogon qui ont des armes qu'on ne retrouve que dans le stock de l'armée régulière, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulakou, qui regroupe les communautés Peuls du Mali. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du Mali, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces affrontements ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Les conflits sont vraiment meurtriers dans les cercles de Koro et de Bankas, dans le centre. Les Dozo, chasseurs traditionnels, ont des armes de guerre. C'est la chasse à l'homme contre les Peuls, a déclaré cette source, disant craindre un début de guerre intercommunautaire. Le gouvernement malien et le gouverneur de la région ont pourtant formellement démenti avoir fourni des armes aux groupes en conflit. Mais la situation est très complexe et elle peut prendre une tournure communautaire, a reconnu mardi le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. Quand les forces de sécurité maliennes se rendent sur le terrain, les gens armés cachent leurs armes. Et quand les forces repartent, les gens ressortent leurs armes, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. En 2017, des violences similaires avaient fait au moins une 60aine de morts. Ces conflits, souvent liés à l'eau ou aux fonciers, sont attisés par l'apparition dans le centre du Mali en 2015 du groupe armé du prédicateur djihadiste Peul Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. La grève est suspendue, a déclaré devant la presse le leader des grévistes, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLECG, Aboubacar Souma, en se félicitant d'avoir eu gain de cause sur 4 revendications essentielles. Entré en dissidence du SLECG depuis des mois, Souma a personnellement obtenu la levée de la suspension de son salaire et le paiement de ses arriérés, selon le texte de l'accord présenté dans la nuit de mardi à mercredi par l'inspecteur général du travail. Alors que les manifestations, souvent accompagnées de violences, se multipliaient pour réclamer la réouverture des écoles, les enseignants obtiennent l'application totale d'une augmentation des salaires de 40% décidée en 2017. Après une hausse de 10% payée en février, les 30% restants seront effectifs fin mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 selon l'accord. En outre, les partis ont décidé d'ouvrir un couloir de négociation du 2 au 25 mai sur un salaire de base de tous les enseignants de 8 millions de francs guinéens, soit 717 €. Enfin, nul ne sera sanctionné pour fait de grève, ont décidé les représentants syndicaux et le gouvernement. Chacun d'entre nous a mis l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout, à travers les enfants qui devront retourner à l'école. Ça a été dur, très dur, mais finalement, nous y sommes arrivés, s'est réjoui le médiateur de la République. L'autorité d'Alpha Condé était de plus en plus contestée par les élèves, leurs parents et des associations de la société civile qui lui reprochaient d'avoir laissé le conflit dans l'enseignement s'enliser, alors que l'opposition manifeste également depuis des semaines pour réclamer une révision des résultats des élections locales du 4 février.
En première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait refusé d'exécuter la confiscation de ces biens demandée par la justice sénégalaise. L'infraction d'enrichissement illicite pour laquelle Karim Wade et Bibo Bourgi ont été condamnés en 2015 au Sénégal n'est pas reconnue par le droit français. C'était le motif de cette juridiction. Ce premier jugement vient donc d'être confirmé par la Cour d'appel de Paris. La justice sénégalaise avait sollicité la confiscation de plusieurs biens appartenant aux deux zones à la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale formulée en 2015 par l'État du Sénégal. Il était question pour le cas Karim Wade de saisir un appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris ainsi qu'un compte bancaire. Selon l'avocat de Karim Wade, il s'agit d'une lourde défaite pour l'État sénégalais qui vient de subir 2 échecs successifs en première instance et en appel. Du côté du pouvoir sénégalais, on estime que la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente sur cette question parce que le délit d'enrichissement illicite n'est pas transposable dans le droit français. Une incompétence qui, selon eux, n'est pas synonyme d'un revers pour l'État sénégalais.